La commission Moussongué va en guerre contre les discours haineux sur les réseaux sociaux dans un contexte où discours de haine et des publications à caractère xénophobe font la une des réseaux sociaux. Le chef de l'État, Paul Biya, vient d'ordonner un nouveau déploiement à la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme que préside donc l'ancien Premier ministre Peter Mafani Moussongué, commission qui va donc étaler dans les 10 régions que compte le Cameroun son plan de lutte contre la haine et la xénophobie, discours haineux sur les réseaux sociaux. Que peut faire la commission Moussongué? C'est la principale thématique de ce soir. Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Des invités de qualité m'accompagnent ce soir pour explorer cette thématique. Vous le savez, tout au clair, émission interactive. À travers notre numéro de téléphone, vous nous envoyez vos réactions SMS, des messages également sur WhatsApp. Nous aurons beaucoup de plaisir à vous lire. Place à présent aux civilités. Je m'en vais accueillir mon premier invité, Monsieur Marcel Kweku. Il représente le PCRN sur ce plateau. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, mon cher. Toujours un plaisir d'être dans votre très grande maison télé et surtout sous la bannière du PCRN, du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Je dois avouer que c'est très flatteur d'être ici après un brillant passage de mon camarade hier. J'avoue que vous avez été très honoré de savoir que au niveau de notre parti, le PCRN, nous ne faisons pas dans la dentelle. Donc je profite de l'opportunité pour saluer tous les Camerounais, pour saluer mes co-débatteurs qu'on appelle vulgairement les co-panélistes chez nous. Également pour saluer tous les militants du PCRN et sympathisants, et pourquoi pas saluer l'intelligence de mon leader, notre leader, l'honorable Kaba Libi, qui aujourd'hui, malgré tout ce qu'il a eu comme flèche, tout ce qu'il a eu comme paroles qui venaient dans le sens, d'ailleurs on va parler des réseaux sociaux, dans le sens de nuancer son combat, avec la force du temps, démontre qu'on a eu raison de croire, nous autres, de croire en lui, de croire à l'idéologie qu'il dégage, de croire à la persévérance, de croire à la vision qu'il a, parce qu'il faut le dire, le Cameroun ne saurait se construire sans qu'il y ait une véritable réconciliation. D'ailleurs, les événements récents démontrent qu'on ne saurait converger vers des horizons plus ou moins florissants si on n'arrive pas à unir nos forces. C'est d'ailleurs pour ça que nous, au sein du PCRN, nous disons toujours que nous sommes un parti qui fédère et libère les énergies. Donc, une fois de plus, merci à tous les Camerounais et vivement que nous puissions, à travers cette émission, apporter notre modeste pièce à l'édification du Cameroun. Merci. Merci beaucoup d'être là, Monsieur Marcel Kweku. Je m'en vais accueillir notre deuxième invité. Il s'appelle Didier Bengue. Il est activateur de la paix, directeur de publication, influenceur. Merci beaucoup, Didier Bengue, d'être sur le plateau de Tout au clair ce mardi. Merci Sandra Peniel pour l'invitation. C'est un plaisir de partager ce plateau avec ces aînés qui sont là. J'espère que le débat sera dynamique et que le message que nous voulons tous faire passer sur ce plateau va arriver dans les oreilles de ces internautes, des Camerounais qui nous suivent en direct ce soir. D'accord. Activateur de la paix, ça veut dire quoi? Sur les réseaux sociaux, vous ne parlez que paix, vous ne prônez que l'unité nationale? Oui, sur les réseaux sociaux, je prône la paix, je prône la cohésion sociale, je prône l'intégrité territoriale, je prône également la souveraineté de notre pays. Pour moi, c'est un plaisir de défendre
le Cameroun et l'Afrique tout entière contre les attaques extérieures et aussi les attaques intérieures. Donc c'est un peu ça, le quotidien de Didier Ndengue et de la Plume de l'Aigle sur la toile, sur les réseaux sociaux. D'accord, merci beaucoup d'être là. Notre troisième invité s'appelle Bertrand Tachinda. Merci beaucoup, messieurs, d'être sur le plateau. Vous représentez le nouveau mouvement populaire, le MNP. Bonsoir. Bonsoir, je suis très content d'être là, madame. C'est une fierté, un plaisir d'avoir été invité. Je salue vos milliards de téléspectateurs du Cameroun, de la diaspora, les militants du NNP, le président Bandakani, qui se repose. Il a besoin de repos. Et tous ceux qui nous suivent, deux choses, madame. Première des choses, c'est que je réitère mon soutien total à l'armée du Cameroun. Comme toujours, elle nous a fait honneur. Elle a donné une déculottée à ces barbares, ces criminels de Boko Haram, à Dabanga. Et elle a pris la mesure de la chose et du combat. Malheureusement, nous avons perdu un de nos militaires. Toutes nos condoléances à la famille. Nous sommes fiers d'avoir cette armée. Honneur et fidélité. La deuxième des choses, c'est que je souhaite mes condoléances les plus attristées à la grande famille catholique. J'en suis un. Je suis un catholique. Nous avons perdu une éminence, le cardinal Christian Tony. Nous l'avons perdu. C'était une sommité. Il avait atteint tous les grades au sein de la hiérarchie catholique. Et nous, on était toujours arrivés qu'il pouvait être pape. D'ailleurs, on nous dit qu'être pape, ce n'est pas lié à la couleur de la peau. Donc, on était arrivé à croire qu'il pouvait porter cette charge-là. Nous adressons nos condoléances, en fait, à un membre du gouvernement, de l'Amido de Garoua, l'inspecteur des impôts. Un homme fidèle, sobre, simple, la grande communauté musulmane, patriote, fidèle à la République. Eh bien, je crois que dans les heures qui viennent, il sera mis en terre. Donc, nous adressons en fait toutes nos condoléances à ce peuple de Garoua. Ce peuple de Garoua. J'ai grandi dans cette ville. Donc, merci de m'avoir invité. Je suis fier d'être là. D'accord. On nous accorde encore qu'une minute pour faire le point. On a lu ces derniers temps sur les réseaux sociaux une certaine prophète qui disait que le président Bandakani aurait été victime d'empoisonnement. Vous êtes peut-être mieux placé pour nous édifier. Il s'agit de quoi exactement? Mais madame, comment vous voulez qu'on réponde à Facebook? C'est une république compliquée, Facebook. Vous pouvez faire la une de Facebook demain. Quelqu'un se lève un matin, il n'a rien à dire, il veut des likes, il est très content qu'on parle de lui, et puis il dit que le chef de l'État est mort. Vous ne l'avez pas suivi dans la République de Facebook? Le chef de l'État, il était mort, son épouse était morte, ses enfants, est-ce qu'on répond à ça? On ne commente pas les commentaires. Non, intox. Ça, ce sont les paroles d'un sage. C'est même pas de l'intox, c'est l'idiotie. Si vous mettez à répondre, madame, eh bien, sur un troisième poste plus idiot que le premier. Vous répondez, vous serez un quatrième plus idiot que les deux premiers. C'est votre vie à répondre. Non, franchement. Donc, c'est pas, il ne faut pas répondre à ça. Et puis, c'est la République de Facebook. C'est le thème du débat. Parce que quand vous parlez de discours haineux, ils ont lieu où? Quand vous faites vos courses, on ne vous rencontre pas, les gens ne vous croisent pas dans la rue, vous tiennent un discours haineux. C'est dans cette République-là. C'est dans cette République-là. Et c'est pour ça qu'au-delà de la commission au Moussongué, nous croyons qu'il faudra revoir même notre code de procédure pénale. Il faut être plus dur là-dessus. Parce que même le terrorisme, c'est là. Ce qu'on appelle le terrorisme virtuel, numérique. Un terrorisme numérique. Voilà, contextualisé dans la République de Facebook. C'est un problème. D'accord, on aura le temps d'en parler sur ce plateau. En tout cas, c'est clair, le président Bandakani se porte bien. Très bien. Notre quatrième invité est consultant permanent de cette émission, Abel Elimbi Lobel, nous rejoint ce mardi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Sandra. Merci de l'opportunité que vous me donnez encore aujourd'hui en guise d'éditorial pour cette émission. L'attention des Camerounais sur les dangers du culte de la personne. Nous avons vécu pendant 25 ans sous un culte excessif de la personne. C'était sous le président Aïdjo et sous le parti unique, l'UNC. Et puis 25 ans à peu près après, sous le RDPC, nous avons été servis à n'en plus douter sur le culte de la personne. Cette fois-ci, c'était autour du président de la République actuelle. Nous sommes surpris de voir que nos luttes, tous les progressistes de ce pays qui ont lutté pour que le pays soit libéré de ce type de pratiques obscurantistes, il semble que nos luttes n'ont pas porté de fruits.
Parce que à cette première génération d'acteurs politiques qui nous ont servi le culte de la personne, nous voyons apparaître aujourd'hui une deuxième génération et malheureusement une génération de jeunes acteurs qui, dans leur illumination, ont choisi d'être des adeptes irréductibles du culte de la personne, alors qu'ils se posent en alternative au régime et à ses pratiques. Tout se passe comme si ce qui est recherché, c'est de cesser le culte de la personne à l'endroit de M. Biya, mais de le faire à l'endroit de M. Kamto, de le faire à l'endroit de M. Libi, de le faire à l'endroit de M. X et Y. Le culte de la personne est nocif pour tous ceux qui s'opposent comme alternative au régime. D'accord. Le régime, ce n'est pas simplement les individus. Toujours avec vous, M. Abel Elimbi-Lobé. Le régime, c'est aussi le culte des de la pratiques. personne, est-ce que ça a un lien avec le discours haineux, avec la thématique, juste pour qu'on soit... ça a un C'est lien? pour ça que je vous ai donc justement gardé cette réflexion du premier président de la Cour suprême qui devait clôturer mon propos en guise d'éditorial pour dire que ce qui nous préoccupe aujourd'hui sont les discours haineux. Mais quand vous regardez qu'est-ce qui alimente ces discours haineux, notamment dans les réseaux sociaux, c'est la critique à l'endroit des gens que certains acteurs dans les réseaux sociaux considèrent comme des infaillibles, comme des révélations de Dieu. Ils ne supportent pas qu'on leur leader. Ils supportent qu'on critique Paul Biya du matin au soir, mais ils ne supportent pas qu'on critique Kamto, ils ne supportent pas qu'on critique M. Libi. Dès que vous le faites, vous avez une horde d'individus qui se déchaînent sur vous avec toute la sauvagerie qui se donne la liberté. C'est pour eux que le premier président de la Cour suprême, en 2013, parlant aux cours et tribunaux lors de la rentrée solennelle des cours et tribunaux, dit, en citant le président Paul Biya, il dit, c'est donc à juste titre que le président Biya avait affirmé que, et il le cite, la liberté a ses limites et ses contraintes. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et dans n'importe quoi, il y a justement ce comportement que nous allons examiner aujourd'hui dans les réseaux sociaux. On ne peut pas faire n'importe quoi ou mener un pays à l'anarchie au nom de la liberté. Nous n'en avons pas le droit. Et le premier président dit, on peut dire avec Montesquieu que la liberté, comme toute vertu, a ses limites. C'est pourquoi la démesure dans l'expression des libertés, et c'est ce qui fait l'objet de l'émission de ce soir, la démesure dans l'expression des libertés doit faire face à la fermeté de la loi. Même s'il faut toujours une mesure dans le traitement de la démesure, c'est le rôle que le juge est appelé à jouer dans notre démocratie. Fin de citation. Ok. Merci beaucoup Abel Elimbi-Lobé pour ce point édito. Je croyais qu'on devait conclure avec un verset biblique. Ce n'est pas le cas pour ce soir. En tout cas, peut-être avant la fin de l'émission, on aura droit à un ou deux versets bibliques. Alors, Didier Meguin, on démarre avec vous en tant qu'activateur de la paix sur les réseaux sociaux et directeur de publication. Vous reconnaissez que ces discours haineux font la une des réseaux sociaux? Oui, les discours haineux font la une des réseaux sociaux, mais il faut constater que ces discours ont un tout petit peu baissé ces derniers mois au Cameroun. Mais les acteurs, ceux qui font dans la désinformation, le dénigrement, qui ne valorisent pas les Camerounais ou alors le Cameroun, sont toujours présents. Mais ils sont de moins en moins actifs. Ils s'attaquent beaucoup plus aux personnalités, et parfois font souvent des
des publications qui ne sont pas vraies, juste pour nuire non seulement au pouvoir en place, mais à certaines personnalités, même aux membres, à certains militants des partis de l'opposition. Donc, pour le moment, je dirais que les discours haineux ont baissé depuis quelques mois au Cameroun. On va peut-être entrer dans le vif du sujet pour savoir comment ces discours ont baissé et pourquoi il faudrait que la commission Moussongué aille au fond de sa bataille pour qu'on ait pu à diviser les Camerounais ou alors à faire paniquer nos populations pour des choses qui ne devraient pas être. D'accord, mais là ce sera forcément en dernière partie. Pour le moment, il est important de faire une évaluation diagnostique, de reconnaître déjà que ces discours haineux s'imposent sur la toile, identifier ces acteurs. Qu'est-ce que vous lisez par exemple sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, je lis des publications qui traitent généralement la cible première de ces personnes, c'est le chef de l'État. Donc, qui parfois, des personnes, des publications qui disent souvent le président de la République ne gère plus le pays, c'est le secrétaire d'État, ministre secrétaire d'État de la présidence. Ministre secrétaire général. Oui. De la présidence de la République, Ferdinand Gongo qui gère le pays. Mais il n'y a rien de nul. Non, il n'y a rien de nul, sauf que les propos qui sont souvent utilisés ne vont pas dans le sens de glorifier ou alors de reconnaître que ce monsieur a certaines responsabilités, mais c'est pour dénigrer. Parfois, vous avez des publications qui dénigrent la fille du chef de l'État, Brenda, qui est aussi très active sur les réseaux sociaux, mais parfois il y a des injures, des choses qui ne vont pas dans le sens de consolider en quelque sorte la paix dans notre pays. Donc il y a des tas de choses parfois qui ne sont pas agréables à lire et qui polluent souvent les réseaux sociaux. Donc c'est un peu ça de façon... grosso modo, ce qui est comme que j'observe, ce que je lis ces derniers temps sur les réseaux sociaux, mais il faut également dire que je ne lis pas. Il y a des posts, des publications connaissant les acteurs, les trolls qui se cachent derrière ces publications. Je peux avoir pitié de ma santé morale. D'accord. Alors, Bertrand Tachinda, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'avec la montée des réseaux sociaux, mieux la montée des réseaux sociaux, sans contexte, est venu aujourd'hui accélérer les discours de haine? C'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Et avant l'élection présidentielle, nous, NMP, on avait fait une communication. Et nous avons interpellé le gouvernement et demandé au gouvernement, est-ce qu'on peut aller à l'élection présidentielle dans ce climat? On avait l'impression que tout le monde s'en foutait, c'est-à-dire au nom de la liberté. Vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les censeurs des États. C'est-à-dire que les ONG, mandatés on ne sait par qui, avec des calendriers dont seuls quelques individus, en quelque sorte, maîtrisent, ces censeurs des États, en quelque sorte, qui donnent la leçon à tout le monde. Et ils sont dans un flou pas possible. Impossible de connaître les membres de leur conseil d'administration et qui les finance. Eh bien, le gouvernement, certainement, je ne sais pas si c'était une façon de montrer qu'on a un État très démocratique. On a laissé faire. Mais cette histoire, on va voir cette histoire naître à partir pratiquement de 2015. Des fois même de 2014. Et on ne va rien comprendre. Les premiers groupes vont apparaître. C'est-à-dire que les groupes de débat, des groupes de discussion, des groupes, comment je vais dire, politiques, et qui vont se former sur la base, comment je vais dire, de critères flous. Il y aura des groupes socio-professionnels, c'est-à-dire que des magistrats peuvent décider d'être dans un groupe. Des sous-préfets et des administrateurs peuvent décider d'être dans un groupe. Et puis, il y aura des groupes à caractère ethnique. Et puis, on va se rassembler, comment je vais dire, que par soutien de candidats politiques. Et puis, l'intolérance va se lancer dans cette histoire. Vous allez voir des gens, de nouveaux métiers vont apparaître. Influenceurs. C'est quoi l'influenceur? Influenceur. Lanceur d'alerte. Blogueur. C'est quoi ces histoires? Il influence qui? Quoi? Pourquoi? Sur la base de quoi? Avec quelle morale et quelle éthique? Et la première personne, je veux constater que la personne
la plus lynchée sera le président de la République et sa famille. Et je ne veux pas comprendre. On va à une élection présidentielle. Il y a certainement des acteurs qui vont affronter le président de la République. On veut véritablement que le Cameroun soit le prototype du débat. Qu'on mette le débat sur la table. Mais on va voir des gens cibler certaines personnes qui occupent un certain type de fonction, cibler certains acteurs politiques, cibler certaines, entre guillemets, bourgeoisies, certaines fortunes, certains choix de personnes. Et ça va venir de partout, soit de certains Camerounais de la diaspora, soit de certains Camerounais d'intérieur. Et on va se poser la question, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Moi, je me posais la question, mais c'est quoi? Je peux vous dire que quand vous êtes à la une de cette République, c'est difficile de vous défendre. Parce que plus vous essayez de vous défendre, plus on vous sort un nouveau scoop. On va mettre sur la toile les domiciles de certaines personnes. Rassurez-vous, Madame Paniel, il va être extrêmement dangereux d'avoir une femme de ménage. Pourquoi? Parce que vous allez trembler, vous dire que, excusez-moi, mes toilettes peuvent faire la une de cette République-là. Les domiciles des gens vont apparaître. Les top 50 des maisons les plus belles du Cameroun, les milliardaires, des maisons au poignet en or. C'était quoi le but? Et ils vont être des justiciers. Je vais plus loin. Il y aura une aînée, Madame Béala. On va nous décrire sa sexualité. On va nous décrire avec qui elle va, avec qui elle ne va pas. C'était sérieux. Et l'État, et quand on va approcher l'approche de l'élection présidentielle, alors des groupes radicaux vont naître. Et on va se poser la question, mais pourquoi l'État regarde ça? Pourquoi l'État regarde ça? L'intolérance va rentrer dans le débat. L'intolérance va rentrer dans le débat. Or, la commission Moussonga n'était pas en fait mise sur pied pour répondre à ça. La commission Moussonga était une des réponses de la crise anglophone. C'est-à-dire qu'au-delà du dialogue, du grand dialogue, le président va estimer que la question du bilinguisme, c'est une question Cameroun. Il y a des lacunes, il y a des tares. C'est-à-dire qu'il faut véritablement que le pays soit bilingue. D'ailleurs, nous on se demande toujours, c'est quoi cette histoire de deux sous-systèmes? Est-ce que véritablement on veut unifier le Cameroun ou on veut continuer à fonctionner avec, comment je vais dire, deux systèmes qui se superposent? Chacun peut avoir raison. On peut défendre, comment je vais dire, notre particularité et notre particularisme avec ces deux sous-systèmes. Mais en même temps, on peut aussi se dire que si on a un système unifié d'une éducation calquée véritablement sur un modèle purement camerounais, avec des enseignements donnés dans une langue nationale, on peut être un peuple et une nation qui se construit plus rapidement. Donc, voilà un peu comment la commission du bilinguisme va être mis sur pied avec véritablement déjà pour mission d'établir et de voir les failles et encore je dis les failles qui ne permettent pas à notre pays d'être un véritable pays bilingue et de transmettre les conclusions acquis de droit. D'accord. Alors, un an et demi, elle est sur pied, elle n'est pas encore établie dans toute l'étendue du territoire, mais est-ce qu'elle a véritablement les outils de s'attaquer à ce que j'appelle ce terrorisme numérique et ce fascisme numérique? On le saura tout à l'heure, mais j'essaie aussi d'analyser vos propos liminaires. Vous étiez de dire que le président Paul Biya est plus insulté, un peu comme... Non, c'était lui la cible. C'est-à-dire, et très vite, nous, à partir quand la crise anglophone va apparaître et quand les premiers acteurs politiques vont montrer le bout du nez avec pour ambition élection présidentielle, nous, on va comprendre très vite ce qui se trame derrière. Justement, est-ce que ces personnes peuvent être identifiées? C'est vrai que tout au clair n'est pas un tribunal. Non, je ne peux pas donner les noms ici. C'est connu. Ces acteurs, quand vous allez la voir, comment je vais dire déjà? Ce sont des blogueurs ou l'opposition, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, un sardinard? Dites-moi ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des gens qui ont commencé, comment je veux dire, à créer ce sectarisme et ce fascisme numérique. C'est un véritable fascisme. Mais sardinard ou... Qu'est-ce que ça veut dire? Sardinard, ça veut dire quoi? On va le voir apparaître, en quelque sorte, sur les réseaux sociaux. Et on va identifier des gens à leur soutien politique par rapport à ça. Je vais plus loin. Vous ne vous souvenez pas, madame, que des artistes camerounais étaient pourchassés avec pour seul tort d'avoir pressé à des meetings. Mais un artiste, c'est sa vie de ses prestations. Si un artiste n'en preste pas, un artiste, ça ne fait pas théoriquement la politique. C'est un citoyen qui peut avoir, comment je veux dire, que ses choix assumés. Mais comment est-ce que des gens peuvent faire 700 km pour aller à s'attaquer? En plus, c'était des dames, à s'attaquer à des artistes. C'est sérieux? Et quand on va liquider les ambassades, l'ambassade d'un pays, c'est sa représentation souveraine dans un autre pays. Est-ce que les ambassades du Cameroun sont là, effectivement, pour émettre
comment je vais dire que un certain nombre de prestations à l'endroit de certains Camerounais. C'est le Cameroun en miniature. Et ça va y aller dans tous les sens. Les directs, il y aura même ce qu'on appelle un nouveau métier. Direct, tu te lèves le matin, tu fais un direct. Donc on va le vivre ça dans une ambiance véritablement ridicule. Et quand l'élection présidentielle va arriver, on aura aussi une petite carence en termes de débat. On ne va pas voir cette énergie de cette jeunesse. C'est pour ça que nous disons toujours non. Toutes les jeunesses ne sont pas bonnes au Cameroun. C'est-à-dire se dire que c'est 70% de la population et je veux raccoler à tous les râteliers de la jeunesse. Non, vraiment, merci. Il y a une forme de jeunesse au Cameroun qu'il faut punir sévèrement. Nous le disons toujours. Très bien. Et quand nous allons arriver au pouvoir, cette jeunesse-là, nous la punirons sévèrement. Parce que tenir le discours de responsabilité à la jeunesse, c'est d'expliquer que ce sont les bras de la nation. C'est l'énergie de la nation. La jeunesse ne peut pas être, comment je veux dire, le symbole des injures d'une nation. Du fascisme d'une nation. Très bien, merci. Je vous redonne la parole. La thématique est donc claire, le numéro de téléphone également, vous nous envoyez vos réactions SMS, des messages sur WhatsApp également. On va passer la parole à M. Kokou Marcel qui représente le PCRN. Les panélistes l'ont dit, l'espace public qui reste aujourd'hui infesté par ces discours haineux et en lisant quelques réactions des téléspectateurs jusqu'ici, l'opposition camerounaise est souvent tirée à boulet rouge. Est-ce que le PCRN se reconnaît dans ces discours haineux? Non, le PCRN ne se reconnaît pas dans ces discours haineux parce que nous, on a une particularité qui est que nous sommes un parti qui se veut républicain et qui pense que chaque fois que l'occasion nous est donnée, nous devons mettre d'abord en exergue les pratiques, en fait, la notion républicaine du Cameroun. Donc on ne peut pas s'investir dans cette logique-là, mais il faut dire une chose, c'est que dans la communication politique de nos jours, on a vu venir, de manière même palpable, vous voyez, c'est un type de comportement qui étaient des natures, alors qui sont des natures, parce que c'est encore récurrent, qui sont des natures à détériorer l'espace de la communication politique, tant bien sur les médias traditionnels que sur les médias tels que les réseaux sociaux. Alors, quand on entend, on essaie de questionner, en fait, on essaie de poser la question, à la suite de ceux qui m'ont précédé, on a l'impression que, en fait, le discours haineux, son origine et sa vulgarisation dans notre pays naît de la frustration récente, c'est-à-dire que suite à l'élection présidentielle qui vient de se passer, ben, je dis, mais c'est très faux. Il faut aller chercher très loin. Il faut aller chercher très loin parce que dans l'espace politique, ou dans l'espace sociopolitique, dans toute l'histoire de ce qu'on appelle la politique dans le monde, on a toujours eu des individus qui, très conscients de leurs lacunes, de leurs manquements, ont toujours eu à tenir un discours haineux à l'endroit de ceux qu'ils estimaient être meilleurs qu'eux. C'est-à-dire le président Paul Biya? Je suis en train de parler. Tout à fait, on veut mieux comprendre. Non, je ne parle pas ici du président Paul Biya. Si vous me laissez aller au bout, je crois que je pourrais être plus intéressant pour vos téléspectateurs. Parce que si vous commencez à me poser des questions comme ça, je vais répondre à bâton rompu. Il faut bien qu'on comprenne. Non, vous allez comprendre. Vous avez 3 minutes, donc vous avez assez de temps pour expliquer. Donc, ok. Mais je note dire que les autres ont pu parler. On relance tous les invités. C'est pas un monologue, désolé. Ok. Allez-y. Donc, je disais donc que ce discours, avec ce comportement, vous voyez, le discours des haines, n'est pas l'apanage du Cameroun. Souvenez-vous, à l'époque du président Chirac en France, on a vu les médias traditionnels et les médias ordinaires, pendant que le président Chirac était président de la République de la France, les médias traditionnels, les télévisions, nous faisaient passer les guignols. On l'appelait super menteur. Et on inventait des dessins animés où, au quotidien, on passait le président de la République comme étant un super menteur. Allez fouiller les dates. Ceci dit, nous, le Cameroun, c'est vrai, ces choses sont nouvelles chez nous, mais il faut noter ce qui en croit ces choses, ces pratiques, je veux dire. Il y a déjà que, depuis la nuit des temps au Cameroun,
le système en place, qui émane du système précolonial, a toujours pensé qu'il faut diviser pour mieux régner. Et on a toujours eu à opposer les Camerounais avec un discours tribaliste sous-jacent. Ce qui fait que, en maintenant, on a cru qu'on le faisait dans le but de se maintenir davantage au pouvoir. C'est bien, puisque le bilan est là. On a plus de 36 ans au pouvoir. Mais l'inconvénient, c'est que on a oublié que le bombe démo... Attends, je veux dire quoi? Je veux dire l'explosion ou alors les conséquences de la science allaient être telles qu'ils allaient révéler le même tard. Parce qu'il faut dire que la technologie a évolué. Quand vous parlez aujourd'hui de discours haineux sur le plan cybernétique, ben, c'est l'émanation de quoi? C'est l'émanation de l'évolution de la technologie. Aujourd'hui, à travers nos smartphones, chacun a la possibilité de s'exprimer. Là-dessus, je voudrais entendre des politiciens dire que la liberté de la parole, la liberté d'expression, la notion de liberté, au moins, a eu un gain. Ce qui revient à dire que chacun de nous devrait désormais apprendre sur lui de pouvoir être dans une logique d'équité, de sincérité. J'ai entendu dire ici que nous autres du PCRN, on est dans une logique de seigneurie, on veut un culte à notre leader. Mais c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que quand vous avez eu la chance, je veux dire la malchance, de connaître des leaders politiques, des influenceurs, on me dit que c'est un thème nouveau, mais non. On a toujours eu des leaders d'opinion. Un leader d'opinion est un influenceur. Quand on a eu des influenceurs, des leaders d'opinion, des hommes politiques plus ou moins avérés, qui, au bout de 10 ans, ont démontré qu'ils ne valaient rien, ont démontré qu'ils n'avaient pas la capacité d'obtenir un discours conciliant, un discours constructeur, un discours fédérateur, un discours à même de construire le Cameroun ou de proposer des idées qui puissent amener le Cameroun à s'émanciper. Quand vous avez eu des leaders qui vous ont démontré qu'en fait, ils sont des nombrilistes, ils les rendent pour leur cause personnelle, eh bien, il est tout à fait normal que si du jour au lendemain, vous voyez arriver un monsieur comme le Noir Kabalibi qui vient, qui arrive, non, ça peut faire rire, mais qui arrive comme un messie, ça va encore faire très mal, mais je dois le dire ici, et qui n'aime pas la force des choses, malgré tous les combats qu'il a eus pour pouvoir avoir une chapelle politique qu'il allait présider. Le destin qu'il a fait l'amène à avoir un parti politique dont la dénomination en dit long. Parti camerounais pour la Constitution nationale, nous devons dire gloire à Dieu pour ceux qui sont chrétiens. Donc, on ne peut pas faire le procès ici là aux militants des partis qui ont compris que ceux qui n'ont pas de chemin politique, ceux qui ont démontré par le passé qu'ils ont du mal à respecter la discipline d'un parti, à respecter la discipline d'association, ne peuvent pas être les garants d'un lendemain meilleur. On ne peut pas leur reprocher le fait qu'ils soient aujourd'hui en train de reconnaître que un monsieur comme le Kabalibi est un don de Dieu. C'est vrai que je le dis avec les expressions qui font très mal. Vous avez tout fait pour revenir. Vous avez cité plus de 5 fois, mais vous n'avez pas répondu. La question, j'ai posé la question en vous disant que le discours haineux, c'est parce que c'est là votre question, mais il fallait que je réponde. Le discours haineux au Cameroun, n'allez pas croire qu'il naît à partir de l'élection, de la récente élection présidentielle. Non. L'espace public est infesté ou pas? C'est ça la question. Si. Vous le reconnaissez? Si. Est-ce que l'opposition camerounaise y est pour quelque chose? D'ailleurs, nous le PCN, nous le PCN. Vous reconnaissez? Non, on a beaucoup souffert de cela. Mais heureusement pour nous, parce qu'on est resté très serein, on est resté confiant. Combien de fois on a traité notre leader, le Noir Kabalibi, d'abord il a des sous-noms, des sous-bicrets, on l'appelle... il en a plein là, pourquoi ça m'échappe? Vous voyez, parce que nous, on ne tient pas compte de cela. On nous appelle déjà nous, on nous appelle Sardina, on nous appelle, il y a un terme de chèvre là, qu'ils emploient. J'ai du mal à retenir, parce que nous,
nous, on s'en fout, quoi. Nous, ce qui est important, ouais, c'est notre offre politique, c'est notre vision du Cameroun, c'est notre idéologie qui est telle que nous devons amener tous les Camerounais à comprendre que ce pays est le nôtre. Nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir l'organiser, pour pouvoir le structurer et pour pouvoir le gérer. Vous voyez, et lui donner la possibilité d'être l'un des meilleurs dans le monde. D'accord, nous allons prendre quelques réactions qui nous sont déjà parvenues avant de passer la parole à M. Abel Elimbi Lobé. Bonsoir à tous. On doit transférer certaines institutions dans les régions. Il sera intéressant que l'Assemblée nationale soit transférée au nord-ouest et sud-ouest. Le Sénat à Bafoussam, la Cour suprême au septentrion, afin d'éviter les discours haineux. Bonsoir à tous et bon retour au patriarche Abel Elimbi Lobé. Merci beaucoup à vous pour votre réaction, Samuel. Le nord-ouest est plus riche que le pays et Caen, mais il n'y a presque pas de route dans cette région anglophone. Bonsoir à tous. Le MRC, le principal parti qui crée... D'accord. Je pense qu'il est primordial d'aller vers le fédéralisme pour espérer que les Camerounais restent dans la paix. Il est inadmissible qu'une région comme le Nord-Ouest, qui est plus riche que le Sud, en vit une injustice. Bonsoir, Bertrand Tachinda porte un message de panafricaniste et cela est à saluer. On en a marre de ces discours de haine sur les réseaux sociaux. Le MRC pour moi est sur la ligne de mire. Christian Ndjota qui envoie cette réaction. Monsieur Marcel Kwekou, s'il vous plaît, il faut déconstruire votre parti politique. Arrêtez de prêcher un seul homme. C'est notre leader. D'accord. Ça peut fâcher, mais c'est notre leader. D'accord. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et le multiculturalisme, à travers son pacte de lutte contre la haine, promeut donc la culture bamileke seulement. Comment comprendre cela? Monsieur Yemeli Sylvain, depuis Boya, les anglophones sont plus forts que les francophones. Je pense que c'est pas seulement Bertrand Tatinda sur les réseaux sociaux, même dans nos quartiers, dans nos maisons. Ce type de messages aussi sont refutés rapidement. Voilà les discours haineux. C'est-à-dire que 70% des discours que vous avez lus là sont des discours haineux. Ça veut dire quoi? Les anglophones sont plus forts. Ça veut dire quoi? Le sud-ouest est plus riche que le sud. Ça veut dire quoi? Certains Camerounais sont plus intelligents que d'autres. Ça veut dire quoi? On est plus travailleurs que d'autres. Voilà les discours haineux. Et ces discours haineux est une particularité de la dernière élection présidentielle. C'est une particularité qui ne manque pas de la dernière C'est une particularité de la dernière élection présidentielle. On a eu des élections présidentielles avant. Jamais on a atteint ce niveau de dénigrement et d'insulte. La satire politique n'est pas le discours haineux. J'aimerais qu'on fasse comment je vais dire, ma marionnette, on le passe au journal tous les jours. Vous savez la conséquence que ça fait? Ça vous rend sympathique. Jacques Chirac est devenu l'homme politique le plus sympathique de France. Au point où ça l'a aidé dans sa carrière politique. Je ne parle pas de ses obsèques. C'était Jacques Chirac le gentil. Je vais plus loin. Il y a un journal au Cameroun qui fait dans la satire politique, le Popoli. Je salue M. Niel avec beaucoup d'amitié, ce petit frère turbulent. Mais ça a rendu le président de la République sympathique. L'histoire raconte que quand il a eu un numéro de ça, il s'est exclamé qu'il exagère tout de même quand même, le président de la République. C'est-à-dire que ni amusé, ni agacé. C'est-à-dire qu'il était amusé de se voir sous cette couture-là, il était en même temps agacé de se dire, regardez comment on me caricature. Dans la satire politique. Mais quand vous avez un discours haineux sur le mensonge, c'est-à-dire que vous inventez la sexualité d'une dame internationalement respectée, c'est sérieux? Ça n'a plus rien à voir avec la satire politique. D'accord. Quand vous catégorisez les Camerounais à partir de « ils sont plus forts », la région est plus riche, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, justement, nous avons théorisé ça au sein du NNP. Parce qu'on s'est rendu compte que les tenants de ça, ce n'était pas seulement les acteurs politiques, il y avait des interférences étrangères. C'est aussi pour ça qu'on va embarquer ces chenapans, ces voyous, une certaine jeunesse médiocre dans le sud-ouest, dans cette aventure sans lendemain qu'on va appeler Ambazonia. Qu'est-ce que ça veut dire? Le nord-ouest est plus riche. Nous sommes pour l'État unitaire. On est allé aux élections présidentielles, les Camerounais ont départagé.
L'État unitaire a eu 71%. C'est-à-dire que ceux qui défendaient l'État unitaire et les alliés... C'est un opposant qui s'exprime là. Non, c'est-à-dire que c'est un Camerounais. D'accord. Je veux dire qu'on aura un débat en 2025. On demande au parti de travailler. On ne viendra pas dire que gloire à mon leader. C'est pas une ambition politique pour le Cameroun. Les gens criaient gloire à Hitler. C'est un être satanique. Donc gloire à un leader. C'est pas l'ambition pour le Cameroun. Il faudra que les gens réfléchissent dans les partis. Mais en même temps, nous disons véritablement que c'est pour ça que nous appelons même à une forme de modification, à même une police numérique. Heureusement que l'État a pris la mesure de la chose, au point où aujourd'hui on trace les téléphones portables à une police numérique, à une justice sans pitié. Parce que je peux vous dire effectivement que le grand frère Abel Enyimbi, il en a vécu ça. Quand vous vous opposez à une certaine, comment je vais dire, vision d'un type de personnes qui se sont regroupées véritablement, comment on va dire que en fasciste numérique, mais vous êtes morts. D'accord, très bien. C'est là le problème. Et ça a été une véritable caractéristique de la dernière élection présidentielle. Abel Enyimbi, c'est donc clair, hein, tous les invités, hein, et vous certainement, sont d'accord que l'espace public reste aujourd'hui infesté par ces discours haineux. Mais pourquoi on ne réussit pas à identifier ces personnes? Quelles sont ces personnes qui prolifèrent ces discours haineux sur les réseaux sociaux? C'est essentiellement les militants des partis politiques. C'est essentiellement les sympathisants des partis politiques. C'est aussi les adeptes des philosophies de fond que les partis politiques ou certains acteurs politiques véhiculent. Par exemple, l'ethnofascisme. Vous avez des acteurs politiques au Cameroun qui pensent que leur ethnie est supérieure à d'autres ethnies ou aux autres ethnies du Cameroun. C'est que Bertrand Tatine a dit, quand il pose la question, qu'est-ce que c'est que nous sommes plus travailleurs? Mais vous croyez qu'il ne dit pas, il n'est pas en train de mettre le doigt dans ce qui se fait? Qui oserait nous écouter, même sur ce plateau, et mettrait cela en doute? Le discours sur les prédispositions naturelles de certains groupes ou de certaines communautés a été supérieur à d'autres. Ce discours alimente l'activité politique. Ça alimente l'activité politique. Aucun parti politique ne va vous écrire cela dans ses documents de référence. Vous ne verrez cela dans les statuts d'aucun parti. Mais vous verrez que quand, par exemple, un parti politique constitue ses listes de candidats, il va avoir la prédominance, malgré les dispositions du code électoral, dans l'article 151, 171 et 217, qui parlent des élections comment on appelle ça, les élections de liste, les scrutins de liste, où ce n'est pas un seul individu qui se présente. Donc, des scrutins de liste législatives, les élections municipales, les élections sénatoriales et maintenant les élections régionales. Le code électoral a évoqué, par exemple, la nécessité pour les listes de candidats de prendre en compte la composition sociologique des circonscriptions électorales. C'était pourquoi, quand le législateur le fait, il le fait parce qu'il sait que il y a dans le pays une multitude de groupes ethniques, dont vous avez des localités où vous avez des mélanges de groupes ethniques. Et la construction de l'unité commande que les acteurs politiques pensent au syncrétisme, au mélange. Or, on voit les acteurs politiques jouer le jeu du repli identitaire. Au nom de ce que ils pensent que leur communauté, c'est elle qui fait le développement. Vous avez entendu, je peux vous apporter une coupure d'un journal, parce que quand je lis des choses comme ça, je coupe et je garde. Je peux vous apporter la coupure d'un journal où quelqu'un qui est député aujourd'hui avait estimé que les membres de sa communauté doivent occuper le ministère des Finances parce que c'est eux les travailleurs, c'est eux qui payent les impôts. Ce discours existe.
Il est le fait des acteurs politiques. Mais alors, il faut plutôt chercher à comprendre pourquoi les acteurs politiques sont amenés à tenir ce type de discours. Avant d'arriver là, moi j'ai vraiment une question pour vous. On constate malheureusement que les véritables discours haineux sont aujourd'hui l'autonomie. Oui, on a les composantes sociologiques et puis la régionalisation. Pourquoi tous ces discours tournent toujours autour de tous ces trois concepts que je viens de citer? Mais non! Maintenant que des gens, parce qu'ils sont incultes, parce qu'ils ont une culture sommaire, et que les réseaux sociaux leur donnent la possibilité d'agir en croyant qu'ils sont cachés, parce qu'ils se cachent quand les gens font des faux profils. Pourquoi vous, Elibi écrit, c'est Elibi avec sa photo. Mais vous voyez un pigeon, quelqu'un qui écrit, il s'appelle Sandra Yukonosov-Kish. Et il met là un pigeon. Et c'est lui qui répond. Où il met votre photo? Ou non, il met la photo de Che Guevara, il met la photo de Nelson Mandela, il met la photo de Thomas Sankara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il craint premièrement de s'assumer. Il craint que ce qu'il dit là, qu'on sache que c'est de lui que ça vient. C'est pour ça qu'il fait un faux profil. Quand vous regardez la plupart de ceux qui écrivent en injuriant pour répondre ou pour commenter un texte écrit par X ou Y, vous verrez que c'est des faux profils. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont un sentiment de culpabilité au départ de leur action. C'est pour ça qu'ils se cachent. Maintenant, quand ils ont fini de se cacher, ils cachent aussi le fond. Ça veut dire qu'ils refusent d'assumer le fond idéologique qui porte leur action. Quand pour dire que Onangini est un sardinat, vous prenez la figure d'un pigeon, vous mettez. Vous prenez un nom. Vous êtes un Bamileke, mais vous prenez un nom de petit. Ou Sawa. Ou vous prenez un nom Sawa. C'est parce que vous êtes en réalité dans la provocation. Vous êtes dans un combat où vous voulez énerver, vous voulez, etc. Mais comme vous ne voulez pas qu'on vous identifie, vous créez un faux profil. Vous créez un faux profil. Bon. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, encore 2 minutes, il faut revenir à ce qui est plus élaboré du point de vue intellectuel. Nous sommes là dans des dérives qui relèvent de la mauvaise utilisation de la liberté, pas de penser. Parce que, une fois de plus, le premier président, dans son discours, j'ai toujours suggéré aux acteurs politiques d'aujourd'hui d'utiliser ce discours comme une forme de Bible sur les questions de liberté. Le président de la Cour suprême avait dit: il faut sanctionner à la hauteur de leur désinvolture ceux qui volontiers confondent pour parler comme un auteur la liberté de penser et la liberté de publier sa pensée. La liberté de penser, elle est consubstantielle à l'être humain. Personne ne va entrer dans votre cerveau. Vous allez penser ce que vous voulez. Mais lorsque vous voulez déjà sortir de votre cerveau pour entrer dans un espace qui n'est plus intérieur à vous, il y a des codes. Et une fois de plus, le premier président dit que, en citant un grand auteur, un grand auteur du siècle des Lumières, que, et c'est Daniel Sall, qui est un grand penseur, un grand juriste français, qui dit: la liberté n'est cependant pas absolue. Elle est restreinte par de nombreuses limites. Il y a les limites de la loi. C'est vers ça qu'on va. Vous avez vu avec, c'est vous qui avez évoqué tout à l'heure la loi sur la cybercriminalité. Parce qu'on assiste à une forme de criminalité. Mais avec le travail que la commission Msongue se propose de faire, il n'est pas exclu que la loi sur la cybercriminalité évolue pour donner au corpus, au corps judiciaire, peut-être aux officiers de police judiciaire, aux magistrats, etc., les moyens
de franchir les protections numériques que les gens se sont offertes jusqu'à présent. C'est-à-dire que vous créez un faux profil, mais enfin, on peut remonter à Facebook qui vous donne ça et savoir quel est comment on appelle ça, le client de, je sais pas, Orange ou de MTN. En Chine d'ailleurs, il y a des polices de cette nature qui permettent de savoir, vous avez un faux profil, mais on sait quelle est la vraie personne. Au Cameroun, l'antique fait également ce travail. Voilà, peut-être on s'approche donc de cela. Disons que Umberto Eco, vous m'avez vu tout à l'heure, je cherchais cette citation de Umberto Eco. Malheureusement, quand on a voulu mettre le fort, il se pourrait qu'on est parti avec ça. Umberto Eco disait que les réseaux sociaux ont donné la parole à des légions d'imbéciles qui avant parlaient au bar et on pouvait les faire taire. Aujourd'hui, ils s'expriment. Ils parlent même plus que les prix Nobel. C'est eux qui parlent tous les jours. Ces gens que vous voyez, ils écrivent là tous les jours, ils répondent à tout. Dès que Cabral Libi écrit quelque chose, vous avez des gens qui sont là, qui l'insultent. Dès que Libi écrit quelque chose, ceux qui pensent qu'il écrit contre tantôt, ils réagissent, on m'insulte, on me photographie, mais vous savez où ils sont? Ils ne sont pas loin, ils sont dans les carrefours, sur les motos, ils sont en train de perdre leur temps, là, etc. C'est eux qui écrivent, parce que la langue même qu'ils parlent, la langue qu'ils écrivent, trahit très souvent leur confort intellectuel et permet à ceux qui lisent de les situer. Ils peuvent faire des simulations aussi. Hein. Tout ça est vrai, mais écoute, la qualité morale de quelqu'un qui écrit en mauvais français exprès parce qu'il veut qu'on le confonde à un tocard, rend compte du problème que nous sommes en train de poser. D'accord. Il faut être déjà immoral pour dire ok, je sais comment on écrit, mais je vais mal écrire parce que je vais me cacher. D'accord. Bonsoir à tous, très chers amis. J'ai la faiblesse de croire que l'opposition peut participer au développement du Cameroun à son niveau, comme tout Camerounais qui aime réellement sa partie. Monsieur Abel Elimbi Lobé, vous n'êtes pas consultant, vous êtes l'un des propagateurs des discours haineux avec ces histoires d'autochtone et d'halogène. Il doit être un peu modéré pour la paix. Bonsoir à tous. Le militant du PCRN, on ne vous comprend plus. Finalement, vous soutenez Abel Elimbi Lobé ou vous soutenez l'opposition camerounaise. Wow. Bonsoir. Le panel, Monsieur Elimbi Lobé a bénéficié des suffrages des ressortissants. Ouh là là. Je n'irai pas jusqu'à la fin. Bonsoir. Il dit que j'ai bénéficié des suffrages des ressortissants de quelle communauté? Des Bamilékés. D'accord. Il dit des Bamilékés. Mais je me suis présenté à Douala. Douala n'est pas mon village. Si j'étais un adepte du repli identitaire, si je voulais profiter de ce que les communautés suivent les gens selon qui sont de leur ethnie, je serais allé me présenter à Dibombari où les gens ont besoin de moi. D'accord, on va je vais me présenter là où je vis. Et là où je vis, c'est un espace cosmopolite où on rencontre les Sawa, on rencontre les Bamlékés, on rencontre les Bétis. Dieu seul sait qui sera bien malin pour me dire que dans les 12,4% de suffrages que j'ai eu aux élections législatives, c'était le vote des droits. D'accord, merci beaucoup. C'est attention. S'il vous plaît, permettez-nous de lire des réactions. Permettez-nous d'aller jusqu'au bout. Bonsoir le panel. La théorie du terme tontinard a été développée dans une télévision à Yaoundé. Par la suite, une ennemie se sentant indexée a aussi développé le terme sardinard. Et après la basse, la suite, nous connaissons, c'est Mathieu de Yaoundé. Je trouve, monsieur Tachinda, très éloquent sur votre plateau, que les militants du MRC soient traqués. Ce sont c'est eux, les acteurs de ces discours haineux. Ben, si vous le dites. D'accord, on va prendre autre réaction. Bonsoir à tous. Très belle thématique. Vivement que les Camerounais arrêtent tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux n'honore pas notre pays.
S'il vous plaît, Monsieur Lindi Lobé, qu'est-ce que Maurice Kamto vous a fait? Reconnaissez qu'il ne vous a jamais reçu. C'est d'où vient le mal? Non, il nous dit. Qu'est-ce que je vais lui poser la même question? Qu'est-ce que Bia vous a fait? Vous n'allez pas répondre. Si je parlais de Bia du matin jusqu'au soir, il serait très content. Mais comme j'ai la liberté que je peux parler de Bia, je peux aussi parler de Maurice Kamto. Il ne supporte pas. C'est de ça. Et c'est l'une des sources de ces discours haineux. Les gens sont fanatiques des leaders. Et ce fanatisme-là les amène à être irréceptifs, non réceptifs à la critique à l'endroit de ces leaders. Et là, vous vous rendez compte que les militants du RDPC ont donc une longueur d'avance. Parce qu'on insulte les leaders depuis 40 ans. Mais au moins, ils sont là, ils nous regardent. D'accord. Je vous assure, tel que les réseaux sociaux étaient partis. Et continue de vous inculter de manière officielle. Mais ce n'est pas vous qui devez me le dire. Puisque vous venez d'arriver. Il reconnaît que son leader a un travail. On croyait que vous vous êtes abreuvé sur un effort de libération intellectuelle et politique. Donc, dit que quand les prédécesseurs avant un bon travail, c'est mauvais. Nous nous rendons compte que autant les militants du RDPC vouent un culte à leur leader que nous avons tous critiqué, autant vous qui venez d'arriver et qui adhérez à des nouveaux partis politiques comme le MRC, comme le PCRN, vous vouez des cultes à vos leaders. C'est en ce sens-là qu'on va finir par se poser la question. Et c'est les électeurs qui vont se poser. Laissez-moi terminer. C'est les électeurs. Monsieur, quelle est la différence qu'il y a entre eux? Vous ne pouvez pas vous-même en sortir le RDPC et ses militants. Vous voyez, nous sommes PCRN. On fait mal. Je suis en train de reconnaître que l'intolérance qui a caractérisé le débat dans les réseaux sociaux, qui était le fait essentiel des militants, des partis de l'opposition, de leurs supporters, de leurs sympathisants, etc. Cette intolérance-là, si c'était le RDPC qui l'avait, il y a longtemps que ce pays aurait peut-être pris feu. Il faut dire ce qui est vrai. Il faut dire ce qui est vrai. Le débat qui a eu lieu dans les réseaux sociaux, où la communauté Betty a été tenue pour responsable de la mauvaise gouvernance du Cameroun. Alors que les gens font là, ils sont là tous les jours, ils pratiquent la corruption, ils font tout. Et ils ne sont pas des Betty. Et vous avez des communautés entières qui estiment que si on doit faire le changement au Cameroun, c'est pour qu'elles arrivent au pouvoir en remplacement de la communauté Betty. Quand vous voyez un leader politique venir devant le Conseil constitutionnel, vous dites... Vous n'allez pas aussi interdire M. Kweko de reconnaître le travail de son leader? Je ne lui demande pas, je ne lui demande pas. D'ailleurs, je n'ai pas cité spécifiquement son parti. D'accord, très bien. S'il a cru bon de répondre, c'est parce qu'il s'est reconnu dans un exercice qu'il a critiqué par le passé. Non. C'est de ça que je parle. Monsieur Limbi, nous critiquons. Monsieur Limbi, reconnaissez que la communication politique... Quand il s'agit de... Allez-y, c'est bon. Ok, s'il permet. Il faut noter une chose, n'est-ce pas? On est dans un espace de communication, ou alors communicationnel. Parce que tout à l'heure, je parlais des médias traditionnels, mais il ne faut pas refuser que les réseaux sociaux aussi sont des médias. Dans votre jargon, vous appelez ça... vous appelez ça comment encore? Parce que vous avez les prints, vous avez les médias traditionnels, vous avez les réseaux sociaux qui sont le digital. Voilà. Donc, il faut les reconnaître cette place. Et quand vous faites de la politique, la vraie, alors vous devez tenir compte de tous les mécanismes de la communication politique. Nous, au PCRN, nous qui avons surtout beaucoup, qui avons beaucoup attaqué, parce que, souvenez-vous, pour peu que nous sommes allés à l'élection à la présidentielle, nous sommes allés à l'élection couplée législatives municipales, on était ceux qui ont tiré le plus. On disait, ils se sont ralliés au RDPC. On disait Kaba Libi est un traître, Kaba Libi est un sardinat, Kaba Libi c'est kérosène, Kaba Libi c'est un affamé qui remet à manger, Kaba Libi, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Vous pensez que en termes de communication politique, nous devons laisser cela prendre de l'ampleur sur l'espace national, que ça soit ancré dans les mentalités des Camerounais, on dit non c'est bon. Et que les Camerounais continuent à apprécier Kaba Libi avec des balises.